Bonjour à tous, je m'appelle Olivier Rabian, je suis conseiller en gestion de patrimoine basé à Paris. Et ça fait maintenant 15 ans que j'accompagne des clients, dont beaucoup d'expatriés, sur tout ce qui touche à la structuration, à la gestion de leur patrimoine. Alors, ce que j'entends souvent, c'est des phrases comme j'ai des actifs, des placements, parfois même un patrimoine conséquent, mais je ne sais pas vraiment s'ils travaillent dans le bon sens, ni si tout ça est vraiment cohérent. Et ben, c'est exactement le type de situation que j'adresse, et mon rôle, c'est de vous aider à construire une stratégie claire, structurée, sur mesure, pour que votre patrimoine soit pleinement au service de vos objectifs. Alors ce matin, on va parler de stratégies qui existent depuis 30 ans chez les institutionnels, le private equity, la dette privée, l'alternatif. C'est des stratégies qui sont aujourd'hui accessibles à vous dans des enveloppes qui sont adaptées à vos projets d'expatriés. Donc l'idée, c'est de regarder dans le détail différents moteurs de performance pour vous avoir et on abordera toutes les questions pratiques, les tickets d'entrée, les enveloppes, la fiscalité, les frais. Donc, on va voir pourquoi chercher des alternatives à des allocations classiques. Qu'est-ce que le private equity? Je vous présenterai un certain nombre de stratégies qui peuvent être cohérentes et puis on verra comment intégrer ça dans les allocations. Donc, bien entendu, l'objectif de ce webinaire, je précise, c'est pas de donner un conseil en investissement personnalisé, c'est vraiment de vous informer sur les possibilités en matière de diversification. Et ensuite, pour ceux qui le souhaitent, ben, on pourra avoir un échange plus personnalisé. Alors, pourquoi chercher des alternatives au placement classique? Pourquoi s'intéresser au private equity? En fait, on part du constat que les portefeuilles traditionnels aujourd'hui ne suffisent plus. Pendant longtemps, quand on voulait construire un patrimoine, bah, c'était assez simple. On avait de l'immobilier, on avait des fonds euros, on avait des actions, des obligations, tout ça logé dans une assurance vie ou sur un compte titre. Et ce qu'on constate, bah, c'est qu'aujourd'hui, ce modèle, il n'est pas suffisant. Il suffit plus pour développer son patrimoine et il suffit plus non plus pour se protéger contre l'inflation, contre la baisse du pouvoir d'achat, et ça, sans prendre de risques excessifs. Donc, on va partir de ce constat pour arriver à des solutions concrètes. Alors, quand je dis que les portefeuilles classiques ne suffisent plus, en fait, c'est pas qu'ils fonctionnent plus, ils fonctionnent encore, mais moins bien qu'avant. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les rendements sur les supports prudents, ils sont faibles. Souvent, ils ne permettent pas de couvrir l'inflation. Les poches obligataires qui servaient historiquement à protéger le patrimoine, eh bien, lors des baisses de marché, elles jouent plus leur rôle. On voit aujourd'hui que les obligations sont très corrélées aux actions. Quand il y a une baisse, tout baisse en même temps. Donc, les protections classiques sont amoindries. On a toujours les actions cotées qui continuent à performer sur le long terme. C'est la classe d'actifs cotée la plus performante. Mais cette performance, elle est en contrepartie d'une volatilité forte et de périodes de baisse qui peuvent difficilement être supportables pour certains et qui peuvent entraîner des décisions fâcheuses au mauvais moment. Quant à l'immobilier, bah, c'est illiquide, c'est fortement taxé et c'est souvent compliqué à garder dans le cas d'une expatriation à gérer. Ce qu'on remarque, c'est que pour faire face à ce constat, bah, les grandes fortunes et les institutionnels, ils ont déjà changé leur façon d'investir. Ils investissent en private equity, en placement alternatif, dans des proportions assez importantes, puisque ça peut représenter jusqu'à 35% des portefeuilles. Alors aujourd'hui, on peut intégrer ce type de placement à vos allocations. Il y a des solutions qui existent, qui sont accessibles. Et la question qui se pose, c'est surtout celle de la bonne intégration dans votre patrimoine. C'est pas de la, est-ce qu'on peut y accéder ou pas. À cet égard, quand on s'expatrie, bah, ça constitue généralement une opportunité. Parce que quand on s'expatrie, on part souvent dans des pays qui ont des régimes fiscaux de faveur, comme c'est le cas pour le Portugal. L'expatriation, c'est un moment où on doit restructurer son patrimoine selon ses priorités. On a généralement un horizon long devant soi qui permet de bloquer une partie de ses actifs sur des solutions moins liquides. Et souvent, on va être amené à choisir des enveloppes de placement plus flexibles qui vont permettre une portabilité internationale. Alors, qu'est-ce que le private equity? Le private equity, bah, ça consiste à investir dans l'économie réelle en finançant des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. Alors, ça présente en fait un univers très large, puisque 95% des entreprises qui font un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros ne sont pas cotées en bourse.
En fait, la bourse, ça représente une infime partie de l'économie et les champions qui se construisent dans la tech, dans la santé, dans l'industrie, eh ben, ils le font hors bourse. Ils se développent dans l'environnement non coté avec l'appui de fonds de private equity. Et quand ces champions sont finalement cotés en bourse, ben, l'essentiel de la cotation de la création de valeur, en fait, elle a déjà eu lieu. Il y a une citation que j'aime bien pour illustrer ça. On dit souvent que la bourse, c'est l'arrêt de bus où vous montez après que les créateurs de valeur soient descendus. Et le private equity, justement, ça permet d'être dans le bus dès le départ. Alors, pour rendre ça plus concret, pour illustrer ça, je vous ai mis des exemples d'entreprises que vous utilisez peut-être au quotidien. Par exemple, Doctolib, qui adresse 80 millions de patients en Europe et qui est valorisé à plus de 6 milliards d'euros. Bah, c'est impossible d'investir aujourd'hui dans cette société autrement que via des fonds de private equity. C'est la même chose pour Alan, qui est une mutuelle de santé digitale valorisée à près de 4 milliards aujourd'hui, pour Ledger, qui est le leader mondial des portefeuilles crypto hors ligne. Maintenant, si on prend d'autres exemples d'entreprises bien connues comme Spotify, Airbnb, Deliveroo, bah, c'est des entreprises qui sont aujourd'hui cotées en bourse, mais quand elles ont été introduites en bourse, en fait, c'était déjà trop tard pour avoir les meilleurs gains. Sur Airbnb, par exemple, les fonds de private equity qui sont rentrés tôt dans cette société, qui l'ont accompagnée et qui sont sortis lors de l'introduction en bourse, ils ont fait des multiples de x10 à x20 sur leur capital investi, alors que depuis que le titre est coté en bourse, les performances, elles sont bien plus modestes. Le private equity, c'est pas une classe d'actifs homogène. Il y a différentes stratégies, il y a différents fonds qui vont investir à différents stades de la vie d'une entreprise. D'abord, il y a le venture capital, le capital risque, qui intervient en phase d'amorçage en investissant dans des startups. C'est la stratégie la plus risquée, mais c'est aussi là qu'il y a le plus fort potentiel de gain. Et statistiquement, sur ce segment, bah, on a 5 à 7 échecs pour avoir un succès. Mais quand il y a un succès, eh ben, on peut faire des gains très importants. Donc c'est quelque chose qui est plutôt aléatoire et du coup, c'est généralement pas ce qu'on va intégrer dans les allocations de nos clients. Ce qu'on va privilégier, c'est plutôt le segment qu'on appelle buy-out, qui consiste à acheter des entreprises qui sont déjà matures, déjà rentables, pour les faire changer d'échelle et les revendre. Donc typiquement, on va acheter une PME qui est leader sur un secteur ou sur un produit qu'un fonds va développer, internationaliser, digitaliser et revendre à un industriel ou un institutionnel de plus grande envergure. Et c'est généralement ce segment qui présente le meilleur rapport rendement-risque. C'est le moteur principal du private equity institutionnel. Après cette phase, il y a des fonds qui viennent, qu'on appelle des fonds de croissance, qui vont aussi participer à de nouveaux tours de table d'entreprises qui sont déjà bien établies et qui cherchent à accélérer encore leur développement. Donc ça veut dire, par exemple, participer à des nouveaux tours de table, à des nouvelles levées de fonds d'entreprises justement comme Doctolib. Alors, pourquoi on parle tant du private equity? Ben, c'est seulement parce que c'est la classe d'actifs qui affiche la meilleure performance historique sur le long terme. Les performances, jusqu'à présent, elles ont toujours été positives, et ça, même pendant les périodes de crise et pendant les périodes de récession. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque, mais ça veut dire que la nature du risque qu'on prend, elle est différente. Pour schématiser sur les actions, on a un gain potentiel qui est un peu la contrepartie d'une volatilité, d'une exposition à des fluctuations. Plus on accepte à s'exposer à des variations importantes, plus le potentiel de gain qu'on a est élevé, mais plus aussi il faut s'accrocher émotionnellement quand il y a des baisses temporaires de 30%, voire de 50% dans des cas extrêmes. Sur le private equity, la performance, elle est plutôt contrepartie de l'indisponibilité, du blocage des sommes qu'on investit sur des périodes longues, généralement 10 ans. Donc il n'y a pas vraiment de fluctuation, mais il n'y a aucune possibilité de récupérer son argent dans l'intervalle, si on le souhaite. Pour mesurer la performance d'un investissement en private equity, on va regarder deux choses. On va regarder d'abord le TRI, qui est un rendement annualisé de notre investissement, qui tient compte du moment où vous versez l'argent et du moment où vous le récupérez. Et on va regarder le multiple sur le capital investi, c'est-à-dire combien vous récupérez à la fin par rapport à votre mise.
Si j'investis 100 000 et que je récupère 200 000, bah, ça fait un multiple de x2. Et en moyenne, sur les segments qui nous intéressent, les fonds de private equity, bah, ils affichent des TRI qui tournent autour de 12-15% de rendement annualisé. Donc ce qui est meilleur et supérieur à la performance historique des marchés boursiers. Par contre, il faut quand même faire un peu attention à ces moyennes parce qu'il y a des grandes disparités entre les gérants. Quand on regarde le premier quartile des meilleurs gérants mondiaux, donc le top 25%, bah, on a des fonds qui ont des historiques de performance nettement supérieurs à ces moyennes, avec des TRI qui vont être supérieurs à 20%, et ça de manière régulière. Mais il y a aussi beaucoup de fonds qui performent moins bien. Et en matière de private equity, bah, la sélectivité, elle est vraiment clé. Et c'est d'autant plus vrai dans le contexte actuel où on assiste à une démocratisation de cette classe d'actifs avec de nombreux feux qui se créent, de nombreux fonds qui se créent, qui profitent d'une aubaine de marché sans forcément avoir un savoir-faire probant derrière. Donc, il faut être vraiment vigilant dans la sélection des placements qu'on fait. Après, la probabilité de perdre de l'argent sur des fonds de private equity diversifiés, elle est très faible. Par contre, il peut y avoir des déceptions sur les gains, des désagréments, comme des durées d'investissement plus longues que prévu. Alors, ce niveau de performance élevé, c'est pas du tout le fruit du hasard. Il s'explique de manière rationnelle et c'est lié à la mécanique même du private equity. On est sur le temps long. Les managements des entreprises disposent du temps nécessaire pour déployer leur stratégie sans la pression court terme de la bourse. Les gérants de fonds, ils sont impliqués dans la gestion opérationnelle des sociétés. Ils mettent à disposition des spécialistes qui accompagnent le management au quotidien avec un certain nombre d'outils. Et surtout, il y a un vrai alignement d'intérêts à tout niveau sur cette classe d'actifs entre les dirigeants des entreprises qui sont rachetées, les gérants des fonds et les investisseurs. Donc, c'est vraiment une classe d'actifs qui est plutôt vertueuse. Alors, pour prendre un exemple concret du fonctionnement d'un fonds de private equity, je vous mets à l'écran un schéma qui se base sur un investissement de 100 000 euros. 100 000 euros, c'est souvent le seuil d'accès minimum pour ces stratégies. Si vous souscrivez à ce fonds, vous vous engagez sur un montant de 100 000 euros, mais vous n'allez pas verser ce montant d'un coup. Le fonds dans lequel vous investissez, il va appeler progressivement le capital dont il a besoin au fil de l'eau, au fur et à mesure des investissements qu'il fait dans des entreprises. Et les décaissements, ils vont généralement s'étaler entre 3 et 5 ans. Donc concrètement, le fonds, il va acheter des entreprises, les développer, les revendre. La revente de l'entreprise, la revente de la participation, elle peut se faire de différentes manières, soit via la revente d'entreprise à un acteur industriel, ce qui est le plus fréquent, soit via la revente de la participation à un autre fonds de private equity, soit via une introduction en bourse. L'idée, c'est qu'au fur et à mesure du déblocage des opérations, bah, le fonds il va procéder à des distributions aux investisseurs, ce qui fait que généralement, c'est des flux verts que vous voyez là, les flux rouges, c'est les décaissements et le vert, c'est les distributions. Et le rythme fait que généralement, au bout de 7 ans, bah, on a récupéré le capital qu'on a investi et les années suivantes, on perçoit les gains. Donc, dans cet exemple, qui est un scénario assez classique, à la souscription, on s'engage à verser 100 000 euros. Cette somme, elle est décaissée progressivement dans le temps. Au final, souvent, le fonds, il va appeler que 80 000 euros sur ces 100 000 euros. Donc, en fait, on décaisse vraiment que 80 000. Au bout de 7 ans, on a récupéré le capital qu'on a investi. Et au bout de 10 ans, bah, vous avez gagné 70 000 euros, ce qui représente un multiple de fois 1,7 sur le capital engagé. Ou sur le capital engagé, vous avez investi 100 000, vous avez récupéré 70 000, mais c'est un multiple de x2 sur le capital que vous avez vraiment décaissé. Concrètement, vous avez décaissé 80 000 et vous avez récupéré 170 000. Donc ça, c'est un schéma classique avec des hypothèses qui sont tout à fait raisonnables. Il y a une chose qu'il faut avoir en tête quand on investit dans des fonds de private equity, c'est que la valorisation de l'investissement, elle va suivre une courbe en J. Donc, il faut en avoir conscience pour pas être surpris, pour pas paniquer. C'est quelque chose de très classique. En fait, les premières années, on va avoir une phase de baisse de la valorisation du fonds parce que le véhicule n'est pas entièrement investi.
parce que les premières participations qui ont été prises, elles n'ont pas encore eu le temps de se revaloriser, alors que les frais, eux, ils sont prélevés de manière totale. Donc il y a un petit creux, et au bout de quelques années, les entreprises détenues commencent à se revaloriser et les premières distributions ont lieu, et on passe à une phase d'équilibre, puis à une phase de gain. Alors, j'en profite pour parler des frais qui sont associés à ce type de placement avant de rentrer dans la présentation de solutions plus concrètes. Souvent, sur ces placements, on va avoir des frais d'entrée qui sont de l'ordre de 4%, mais qui sont dégressifs en fonction des volumes d'investissement. On va avoir des frais de gestion annuels qui sont de l'ordre de 2%, et on va avoir des frais de performance. Généralement, les gérants, ils vont garder 20% de la performance qui est générée. Alors, ces frais, ils peuvent paraître élevés, mais les performances cibles dont on parle ou les performances historiques dont on parle, bah, elles sont toujours nettes de frais. Alors maintenant, je vais vous présenter des stratégies concrètes qui peuvent être intégrées à vos allocations. La première dont je vais vous parler, c'est les fonds de dette privée. Concrètement, vous investissez dans un fonds qui va financer entre 50 et 100 entreprises diversifiées en termes de secteurs, de zones géographiques. Et le fonds, son objet, c'est de prêter de l'argent à ces entreprises pour financer leurs projets sur une durée donnée, généralement autour de 3 ans, en contrepartie d'un rendement contractuel attractif. Pour sécuriser ces opérations, il y a un certain nombre de garanties qui sont mises en place. Ce n'est pas quelque chose qui est sans risque, mais on est sur un niveau de risque plutôt faible. On va dire qu'on est à 3 sur 7 sur l'échelle de risque, une échelle qui irait de 1 à 7. Euh, donc le fonds investit sur un large panel d'entreprises diversifiées. Donc sur ces placements, on a un ticket d'entrée qui est de l'ordre de 40 000 euros. Donc le minimum à investir, c'est 40 000 euros. On a un horizon de placement conseillé qui est de 5 ans, mais c'est des véhicules qui sont semi-liquides, donc l'argent n'est pas vraiment bloqué. On a généralement une durée d'investissement minimum de 2 ans, et après 2 ans, ben, on peut retirer son argent de manière trimestrielle. Dans le cas où tout le monde voudrait retirer son argent en même temps, ça peut être des délais un peu plus longs, mais le principe, c'est que en anticipant un petit peu, on peut récupérer son argent. Sur ce type de véhicule, on va avoir un rendement cible qui est aujourd'hui de l'ordre de 6 à 9% par an. Et une partie de ce rendement peut être distribuée trimestriellement. Donc on a généralement des distributions de 4% à 6% par an, et le reste est capitalisé. Alors, ces solutions, bah, c'est des bonnes solutions pour générer des revenus complémentaires avec une bonne visibilité sur le rendement, sur les revenus futurs. Et c'est aussi un bon outil pour dynamiser la poche prudente d'une allocation patrimoniale. Une autre stratégie classique consiste à investir dans des fonds de private equity. Donc, vous investissez dans un véhicule qui va lui-même s'exposer à 6 à 8 gérants du private equity reconnu. Donc c'est aujourd'hui la principale stratégie utilisée par les particuliers parce qu'elle dilue le risque. Donc avec un ticket de 100 000 euros, qui est le minimum d'investissement, on va accéder à 6 à 8 gérants de private equity de premier plan. L'important, c'est d'essayer d'investir auprès de sociétés de gestion qui ont la capacité d'accéder aux meilleurs gérants, parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça fait une différence importante en matière de performance future. Donc, je vous ai mis ici des exemples de sociétés de gestion spécialisées au sein desquelles ces fonds de fonds vont investir. Par exemple, AG Capital, Main Capital, Bridgepoint. C'est des maisons qui sont reconnues sur le très long terme, qui affichent tous des historiques de TRI supérieurs à 20%, des multiples supérieurs à x2, et ça de manière régulière. Donc, ce n'est pas une exception sur un millésime, c'est une régularité sur 20 ans sur les différents véhicules qui sont lancés par ces maisons. Si vous allez voir ces maisons d'investissement tout seuls, vous n'avez aucune chance de pouvoir souscrire à leurs fonds. Il y a des minimums d'investissement pour entrer qui sont de l'ordre de 500 millions d'euros. Et même quand on a cette somme, bah, il y a une liste d'attente. Il faut un bon réseau pour pouvoir investir dans ces fonds et y rentrer. Grâce à des fonds de private equity dont je vous parle et au réseau professionnel des gérants de ces véhicules, bah, vous pouvez bénéficier du savoir-faire de ces maisons pour un ticket d'entrée de 100 000 euros. Donc en résumé, on a un minimum d'investissement de 100 000 euros, un horizon d'investissement qui est de 10 ans,
sur lequel l'argent est bloqué. On ne peut pas le récupérer pour cette période. Et on a une espérance de gain de x2 sur 10 ans sur le capital investi dans un scénario médian, prudent et réalisable, avec des flux qui sont similaires à ce que je vous ai présenté il y a quelques minutes. Un moyen plus direct d'investir en private equity, c'est de choisir des fonds qui investissent directement dans des entreprises. Donc, généralement, on va choisir un secteur de prédilection et une société de gestion qui a développé un savoir-faire spécifique très pointu sur ce secteur. Donc, par exemple, il y a actuellement des opportunités intéressantes sur les secteurs de la santé, avec la tendance structurelle du vieillissement démographique, ou sur le secteur de l'aéronautique et de la défense, avec les tensions géopolitiques actuelles. On est sur un niveau de risque supérieur à un fonds de fonds, dont je vous parlais juste avant, mais on a aussi du coup une meilleure espérance de rendement. Donc là aussi, les minimums d'investissement vont toujours être de 100 000 euros. L'horizon de placement est toujours de l'ordre de 10 ans, mais on va cibler des rendements analysés de l'ordre de 15% et des multiples supérieurs à x2. Alors maintenant, je vais vous parler de deux stratégies qui sont un peu plus originales. La première, c'est la possibilité de profiter de la performance du private equity avec de la liquidité, donc sans contrainte de blocage des fonds. Ça se fait via des fonds liquides qui investissent sur les marchés dans des actions d'entreprises cotées qui vont détenir des portefeuilles de private equity. Donc, c'est des sociétés qui sont cotées, mais qui n'ont pas d'autre objet que de détenir des participations dans des fonds de private equity. En détenant leurs actions, on s'expose indirectement à la performance des fonds qu'elles détiennent. Donc c'est quelque chose qui est très développé sur les marchés anglo-saxons, mais pas du tout en France à ce jour. Comme on cherche tout le temps des solutions diversifiantes pour nos clients, on a identifié des partenaires très sérieux qui proposent ce type de solution en France et au Portugal. L'avantage de ça, c'est d'avoir la performance du private equity sans les contraintes de blocage des fonds, de l'illiquidité. L'inconvénient, c'est qu'on est quand même exposé à des fluctuations de marché. C'est pas totalement décorrélé de la bourse. Une deuxième stratégie encore plus originale dont je vais vous parler, c'est la litigation finance. C'est une solution que j'affectionne particulièrement parce que c'est totalement décorrélé des marchés financiers de l'économie. C'est une stratégie qui consiste à financer des contentieux juridiques en contrepartie d'un pourcentage des dommages et intérêts obtenus en justice. Donc, ce sont principalement des litiges commerciaux entre entreprises ou des groupements de particuliers qui vont faire valoir leurs droits contre des entreprises. Concrètement, on va investir dans un fonds qui va financer une soixantaine de cas. Donc, c'est des véhicules très diversifiés. Pour être plus concret, pour vous donner des exemples de procédures qu'on a vu passer, on a vu des procédures de groupement de particuliers contre des réseaux sociaux pour utilisation illégale de leurs données personnelles, des groupements de particuliers qui attaquent leurs banques pour des taux abusifs sur des cartes de crédit, des ententes illégales sur les prix en Espagne sur le secteur du lait, un abus de position dominante sur le secteur des jeux vidéo, des victimes de pyramides de Ponzi, enfin des choses très variées. Le principe, c'est que certains des cas qui sont financés vont être gagnés et d'autres perdus. Quand le cas est gagné, on a droit à un pourcentage des dommages et intérêts obtenus et ça peut être des montants très importants. Et la magie de ces véhicules, c'est que quand le cas est perdu, eh ben, on ne perd pas son argent. Parce qu'il y a des fonds qui intègrent une forme de garantie sur le capital investi grâce à des assurances qui vont être intégrées dans la structuration du fonds. Ces assureurs, ben, ils vont aussi toucher une partie des intérêts quand le cas est gagné, mais quand le cas est perdu, ils vont rembourser le capital qui a investi. Donc, dans ces conditions, on a des perspectives de gains totalement asymétriques. On a un potentiel de gain très important, identique à celui qu'on a sur des fonds de private equity classiques, mais avec une perte en capital potentielle extrêmement limitée. C'est quasiment une garantie en capital. Donc, c'est imbattable en termes de rapport rendement-risque. Sur ce placement, ben, on a un minimum d'investissement de 100 000 euros également. Les 100 000 euros, ils sont à décaisser sur des horizons de 2-3 ans. On est bloqué 8 ou 10 ans et on a un objectif de multiplier par 2 le capital investi sur 10 ans. Alors pour terminer le balayage des solutions, je voulais vous parler de ce qu'on appelle la gestion alternative.
Parce que le private equity, la litigation finance, c'est des diversifications, mais c'est pas vraiment ce qu'on appelle la gestion alternative. La gestion alternative, c'est autre chose. C'est des solutions qui sont liquides, qui sont accessibles sur des comptes titres, sur des contrats d'assurance vie, sans minimum d'accès important, et qui permettent en fait de diversifier l'approche prudente des allocations. Concrètement, c'est des stratégies complexes, on ne va pas rentrer dans le détail. C'est des stratégies qui sont historiquement utilisées par des hedge funds, par des institutionnels pour se diversifier, mais qui sont maintenant accessibles à vous, proposées par des sociétés très sérieuses dans des contrats d'assurance vie, dans des comptes titres pour des minimums très faibles. On parle de stratégies d'achat-vente dites long-short, de stratégies d'arbitrage, de couverture. Et c'est des stratégies en fait qui ont montré leur capacité à générer des rendements réguliers de l'ordre de 4 à 8% de manière stable selon les différentes phases de marché avec des fluctuations assez faibles et des risques de perte en capital maîtrisés. Donc c'est très intéressant là aussi pour diversifier la poche prudente d'une allocation. Donc voilà, je vous ai parlé de beaucoup de stratégies, ça fait beaucoup d'informations. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces stratégies, elles n'ont pas vocation à remplacer les placements classiques, mais plutôt à les enrichir. Quand on place de l'argent, on va raisonner généralement autour de trois poches. L'épargne de précaution, qui va devoir rester liquide et disponible. C'est les livrets bancaires, c'est les fonds monétaires, c'est le fonds euro sur les contrats d'assurance vie. Une poche prudente, qui a vocation à stabiliser votre capital, et une poche dynamique qui va être traditionnellement investie en actions et qui a vocation à tirer la performance des placements vers le haut. La répartition entre ces trois poches, l'importance de la poche dynamique ou de la poche défensive, bah, elle va dépendre de votre appétence pour le risque, de votre horizon de placement. Les stratégies qu'on a vues de dette privée, d'investissement alternatif liquide, elles vont en fait servir à dynamiser l'approche prudente. Et les stratégies un peu plus dynamiques de private equity ou de litigation finance, elles vont servir à dynamiser la poche dynamique. Excusez-moi. Enfin, la question qui se pose pour les allocations, c'est dans quelle enveloppe on va faire ces placements. Dans toutes les solutions dont je vous ai parlé, on peut y investir de manière simple et immédiate dans des comptes titres. Mais dans le cas d'une expatriation, on va généralement privilégier des enveloppes type assurance vie ou contrat de capitalisation, de préférence luxembourgeois, qui sont plus adaptés. Donc, pour rappel, c'est des enveloppes sur lesquelles l'argent n'est pas bloqué. On peut faire des retraits, des versements, qui permettent de bénéficier d'une fiscalité avantageuse sur les retraits après 8 ans, qui permettent de transmettre son patrimoine dans un cadre favorable si on a du patrimoine en France ou des héritiers qui restent en France, et qui permettent de bénéficier de la sécurité du Luxembourg. La structure des placements au Luxembourg fait qu'on a un niveau de sécurité bien supérieur à ce qui est proposé en France en cas de crise systémique, par exemple. Pour conclure, je vous mets à l'écran une synthèse des différentes solutions qu'on a balayées aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un certain nombre de solutions haut de gamme et diversifiantes qui sont désormais accessibles et qui peuvent améliorer le rapport rendement-risque de vos allocations. Alors moi, ma valeur ajoutée dans tout ça, bah, c'est la sélection des enveloppes de placement, évaluer la qualité, la solidité des intermédiaires, optimiser les frais, adapter l'enveloppe à vos objectifs, à votre fiscalité, et surtout bah, l'élaboration de l'allocation au sein de ces enveloppes. Donc construire une allocation personnalisée qui vous permette d'atteindre les objectifs fixés, sélectionner les gérants les plus pertinents en vous donnant accès à ce qui se fait de mieux sur le marché et assurer les ajustements de la stratégie mise en place dans le temps. Donc voilà ce que je voulais dire aujourd'hui.